Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Galfard. Alors, Christophe Galfard, c'est qui? Christophe Galfard, c'est un astrophysicien qui travaille sur l'origine de l'univers et sur les trous noirs. Les trous noirs, c'est troublant. Donc, Christophe Galfard est une personnalité très atypique dans le monde des sciences. Il est jeune, il a un parcours très brillant. Donc, il a fait une thèse avec un astrophysicien très célèbre qui s'appelle Stephen Hawking. Il a travaillé pendant 7 ans sur un sujet très ardu. Et à l'époque, quand il a commencé sa thèse, il n'était pas du tout décidé à faire de la vulgarisation. Et à la suite de sa thèse, il avait toutes les portes du monde entier qui lui étaient ouvertes pour faire une science de très haut niveau et un parcours scientifique sans doute hors norme. Christophe Galfard a proposé à Stephen Hawking d'écrire une série qui s'appelle George, qui est en 5 tomes. Et à la suite de l'écriture du premier tome de cette série, il a décidé de faire de la vulgarisation. Et il a décidé de faire ça plein temps. Donc quand on est scientifique, en général, un parcours de scientifique, c'est on commence dans sa science, on est créatif, on écrit, et puis dans un deuxième temps de sa science, on commence à faire la vulgarisation. Donc Christophe a décidé de faire d'abord de la vulgarisation, et donc s'est orienté vers ce domaine-là, avec une passion qui va lui permettre de transmettre donc, la complexité de la science aux enfants, aux adultes, au travers de plusieurs ouvrages. Donc il a sorti une trilogie pour les enfants, pour les 13-14 ans, Les Princes des Nuages, en 3 tomes, qui traite en gros des problèmes de la Terre, dans un langage accessible. Il a eu des retours magnifiques de la part des enfants, des milliers de lettres qui lui sont arrivées. Et donc, moi, en tant que scientifique, je trouve ça extraordinaire d'avoir quelqu'un de jeune, brillant, qui décide de transmettre son savoir, alors que toutes des grandes portes scientifiques lui sont ouvertes, de passer son temps à écrire des livres et à diffuser ce savoir. Donc, aujourd'hui, on a une espèce de voile d'obscurantisme qui est en train de s'étendre, et les événements récents nous l'ont rappelé, et on a quelqu'un ici qui va nous donner, en mots simples, l'origine de l'univers. Donc je vais laisser la parole à Christophe Galfard, et donc Christophe Galfard. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, tous si nombreux. Je ne vais pas faire de longs discours sur ce qui s'est passé, c'est un peu trop compliqué, un peu difficile. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui correspond à une forme de patrimoine. Un patrimoine qui appartient à l'humanité tout entière, qui est un patrimoine d'idées, un patrimoine scientifique, un patrimoine qui nous a permis, siècle après siècle, à comprendre un petit peu l'univers dans lequel on vit. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'oublier un petit peu où on est, ce qu'on fait et tout ça. On va partir dans une sorte de voyage ensemble, dans l'univers, pour essayer de découvrir ce que nos ancêtres ont découvert pour nous. Je vais parler pendant à peu près, allez, disons 20-25 minutes. Et je vous propose qu'on en discute et que vous me posiez des questions. C'est peut-être moi qui, au départ, vais vous poser quelques questions. On m'a dit que vous étiez tous extrêmement savants, mais je préfère vérifier quand même avant de m'engager. Donc on va partir dans un petit voyage dans l'univers. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on baisse un tout petit peu les lumières peut-être qui sont sur la scène, voilà, et que vous vous imaginiez sur la plage en train de regarder le ciel. Donc vous avez probablement déjà vu ce genre de ciel, peut-être pas aussi précis, mais ce genre de ciel quand même. Et vous voyez qu'il y a plein d'étoiles et qu'au milieu, il y a une sorte de bande blanche. Première question, qui sait comment s'appelle cette bande blanche? C'est bien, bravo, la Voie lactée, exactement. Alors, c'est quoi la Voie lactée? À quoi elle correspond dans le ciel? Pourquoi est-ce qu'il y a cette bande blanche qui est là? Cette image-là, c'est une photo
prise depuis une plage. Maintenant, imaginez que vous puissiez marcher, vous balader un petit peu sur Terre avec un appareil photo et qu'en faisant le tour de la Terre à pied, vous preniez des photos du ciel partout, histoire d'avoir une image du ciel en entier. Et si vous arriviez à faire ça, si vous aviez du temps un petit peu, et si vous marchiez sur l'eau, vous verriez ça qui commencerait à apparaître. Ce que vous avez là, c'est 3500 photos du ciel prises depuis le tour de la Terre qui vous donnent une image de l'ensemble du ciel qu'on peut voir au-dessus de nos têtes. Ce sont des vraies photos. Maintenant, on voit qu'il y a quand même cette Voie lactée qui est une barre là au milieu de l'image, et je vous propose de partir, de vous envoler pour la regarder du dessus, pour voir ce qu'on verrait si on pouvait se balader comme ça au-dessus des étoiles qui sont dans le ciel. Et bien vous verriez cela. C'est ça la Voie lactée. C'est une galaxie qui contient environ 300 milliards de soleils. Alors, quand on la regarde comme ça, elle est magnifique. Et vous pouvez le voir au milieu, à l'intérieur de cette boule de lumière un petit peu blanche, il y a ce qu'on appelle, qui est caché, on ne le voit pas, mais il y a un trou noir supermassif. C'est l'endroit le plus sublime, d'une certaine manière, le plus beau de notre galaxie. Si on se demande où nous sommes, la Terre, le Soleil, dans cette galaxie, la réponse, elle paraît évidente. On est l'espèce la plus importante de l'univers, au milieu. On est d'accord? On va vérifier. Le Soleil, il est là. Et là, je l'ai grossi 10 000 fois pour qu'on puisse le voir, hein, à peu près. Pour vous donner une idée des distances maintenant qui sont en jeu dans une image pareille, je vous propose d'imaginer qu'on est un petit peu dans le futur et que vous avez des amis qui se sont installés un petit peu partout dans l'espace. D'accord? Vous avez toujours votre téléphone portable. Vous passez des coups de fil à des amis, c'est normal, d'accord? Quand vous appelez quelqu'un avec un téléphone portable, votre voix est transformée en lumière. Du coup, vous parlez à la vitesse de la lumière. Si vous appelez quelqu'un, si je vous appelle vous, le temps que la lumière vous arrive, c'est assez rapide, même si ça fait des détours pour vous revenir, ça part à la vitesse de la lumière. Imaginons que vous ayez un ami sur la Lune, d'accord? Je peux vous demander votre nom? Oui? Angélique. Angélique, vous êtes sur la Lune, d'accord? Je vous envoie un téléphone portable, hop, vous l'avez. Je vais vous appeler. Le temps que la lumière met pour aller jusqu'à la Lune, c'est 1 seconde. Donc je vais vous poser une question, vous allez attendre 1 seconde, et au bout d'1 seconde, vous allez me répondre, d'accord? Bonjour Angélique, est-ce que ça va bien? Elle a attendu 1 seconde. Il y a une personne sur 100 qui y arrive, hein, donc bravo, c'est fort. Donc, moi, j'ai votre réponse au bout d'1 seconde de plus, le temps que ça me revienne. Donc, une conversation, il y a un blanc de 2 secondes entre ma question et la réponse. Je reprends le téléphone et je te l'envoie à toi. Hop, tu t'appelles comment? Florian, je ne vais pas t'envoyer sur la Lune, je vais t'envoyer sur le Soleil, d'accord? Salut Florian, est-ce que t'as pas trop chaud? Hop, attends. La lumière va vers le Soleil. 8 minutes 30. D'accord? Donc, tu auras ma question dans 8 minutes 30, j'aurai ta réponse dans 17 minutes. En gros, à partir du Soleil, il n'y a plus que vos parents qui vous répondent au téléphone, parce que les 17 minutes d'attente, c'est un peu compliqué. Et là, on est juste autour de nous, hein, le Soleil. Ensuite, il y a d'autres étoiles. Il y a l'étoile la plus proche du Soleil la plus proche de nous après le Soleil. Elle s'appelle Proxima du Centaure. Si je reprends le téléphone, hop, je vous l'envoie à vous, hop, derrière. Ah, pardon, je ne vous ai pas fait mal? Je vais vous passer un petit coup de fil, vous êtes sur Proxima, je vais vous demander, y a-t-il des planètes autour de Proxima? Ma question, elle va voyager dans l'espace pendant 4 ans avant de vous arriver. Et on est juste à l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Sur l'image qui est là, vous voyez le point où est le Soleil, Proxima, elle est au même endroit. Pour aller jusqu'au centre de la galaxie, jusqu'au trou noir qui s'y trouve, passer un coup de fil à quelqu'un là-bas, ça prend 40 000 ans. Juste pour passer un coup de fil, pour avoir une réponse donc 80 000 ans plus tard. On ne se souvient même plus de la question à ce niveau-là. Ça, c'est si on pouvait être au-dessus de notre galaxie. Évidemment, on ne peut pas. On n'a jamais envoyé quelqu'un, pas même un animal, pas même un robot, c'est beaucoup trop loin, il faudrait des millions d'années pour y arriver. Mais si on pouvait le voir de côté, cette petite galaxie qui est la nôtre, ça c'est un ami scientifique américain qui a fait un dessin, elle ressemble à ça, ça c'est chez nous. C'est assez joli. C'est notre petite galaxie dans l'espace. Et la Terre et le Soleil là-dedans sont donc aux 3/4 sur la branche. Du coup, lorsqu'on regarde le ciel, suivant l'endroit dans lequel nos yeux se dirigent, soit on regarde dans la tranche, soit on regarde à l'extérieur de la tranche.
Depuis l'hémisphère nord, lorsque vous regardez la tranche, vous voyez l'extérieur de la galaxie. Donc la tranche, elle est là dans le ciel, mais elle n'est pas très lumineuse. Depuis l'hémisphère sud, vous voyez dans l'autre sens. Vous voyez l'ensemble des étoiles de notre galaxie. Donc vous en voyez beaucoup plus. C'est pour ça que le ciel dans l'hémisphère sud est beaucoup plus brillant que dans l'hémisphère nord. Cette bande donc que vous voyez là correspond à la galaxie vue de la tranche, mais toutes les étoiles que vous pouvez voir dans le ciel appartiennent à la Voie lactée, notre petite galaxie à nous. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers au-delà de notre galaxie? Ou est-ce que ça s'arrête là? On ne sait pas trop. Nos ancêtres ne savaient pas trop. On a la réponse à cette question que depuis 100 ans, un peu moins de 100 ans, grâce à des télescopes qu'on a pointés vers l'espace et qui nous ont permis de voir, en zoomant dans le noir entre les étoiles, d'autres choses qui sont plus loin. Par exemple, ça. Ça, c'est la plus grande des autres, c'est une autre galaxie, c'est une vraie photo. Tous les petits points que vous voyez devant, c'est des étoiles qui sont chez nous. On a du mal encore, on n'est peut-être pas assez autoritaire pour réussir à dire aux étoiles, poussez-vous, on va essayer de photographier derrière. Donc systématiquement, sur ce genre d'image, vous avez des points devant qui sont chez nous, et une galaxie qui est derrière, qui fait 3 fois la taille de la nôtre, qui contient 1000 milliards de soleils, plus ou moins. Et juste pour rassurer un petit peu les gens, elle va nous rentrer dedans. Un jour. Je vous dirai quand tout à l'heure, s'il y en a qui ça intéresse. Mais en gros, on se rapproche d'elle petit à petit, à peu près 100 km par seconde. D'accord? Ça paraît rapide, hein? Pour passer un coup de fil à quelqu'un qui habiterait là-dedans, la voie arriverait là-bas dans au minimum 2 millions d'années. Juste pour dire, passer un petit coup de fil. Mais continuons. Est-ce qu'il existe d'autres galaxies au-delà de celle-là, Andromède? Est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Eh bien, prenons le noir entre les étoiles et continuons à zoomer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une autre galaxie. Alors, ce n'est pas la plus belle de toutes, elle s'appelle la galaxie du Cigare. Elle est à environ 12 millions d'années-lumière de nous. 12 millions d'années-lumière, ça veut dire qu'un coup de fil met 12 millions d'années pour arriver jusque là-bas. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Ça, c'est une photo qui date d'il y a 2 ans. Je vais vous rajouter par-dessus une photo qui date d'il y a 1 an. Si vous regardez bien... Ah, ça, c'est quelqu'un qui vous a appelé il y a 2 millions d'années. Ça tombe à pic. Répondez surtout pas. Donc vous voyez sous la petite flèche qui est là, il y a une sorte de petite boule qui est apparue. Cette petite boule, c'est une étoile qui a explosé, ce qu'on appelle une supernova. Pourquoi je vous montre ça? Parce que peut-être que depuis tout à l'heure, pour les plus réveillés d'entre vous, vous vous dites, mais qu'est-ce qui nous sort cette distance-là, 2 millions, 12 millions, mais comment il en a la moindre idée? Et avec un mètre pour mesurer tout ça? Non. Ben, comment on fait pour savoir un petit peu quelle est la distance de ces galaxies lointaines dans l'espace? Eh bien, c'est justement grâce à ces petits points qui viennent de s'allumer. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si nous on appelle quelqu'un, la lumière arrive dans 12 millions d'années. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que cette image, cette étoile-là qui a explosé, en réalité, elle a explosé il y a 12 millions d'années. Et on l'a vu, nous, comme votre coup de fil, arriver le 24 janvier 2014, celle-là. Ce qui veut dire qu'elle avait explosé 2 millions d'années plus tôt et c'est arrivé ce jour-là. Du coup, on voit, grâce à la lumière qui nous est envoyée, une image de cette galaxie telle qu'elle était il y a 12 millions d'années. On a une image qui nous provient du passé de notre univers. Grâce à ça, grâce à ces images qu'on peut récolter un petit peu partout, on peut reconstruire d'une certaine manière l'histoire passée de notre univers. Et ça peut servir à des questions philosophiques, ça peut aussi servir à des questions que j'appellerais pratiques, ça ne l'est pas vraiment, mais du style « comment la Terre est née ?» Eh bien, en prenant des photos dans l'espace, on peut voir ce genre de choses. Par exemple, on a des photos d'étoiles qui explosent dans notre univers. Et quand une étoile explose, ça donne ça. Vous remarquerez que c'est silencieux, il n'y a pas de son dans l'espace. L'image bleue là, qui vient d'apparaître, c'est une vraie photo d'une étoile qui a explosé dans l'espace. Au moment où elle explose, une étoile émet une quantité phénoménale de lumière. Plusieurs millions, parfois plusieurs milliards de fois notre Soleil pendant quelques jours. Ça s'appelle une supernova. Ensuite,
lorsque ça fait ces petits nuages bleus comme vous venez de voir, ça s'appelle une nébuleuse. Des nébuleuses, il y en a plein. Celle qui vient de disparaître s'appelle la nébuleuse de l'œil de chat. Là, vous en avez une autre. Tout ça, ce sont des vraies photos. Ça, c'est une image de... C'est la nébuleuse de l'Hélix, elle s'appelle. Là, vous en avez une autre. Qui dit comment elle s'appelle, celle-là? Papillon, bravo. J'ai demandé à des élèves de collège la semaine dernière, ils m'ont dit 2 poissons qui se font des bisous. Vous n'êtes pas au niveau encore. Hein. Mais elle s'appelle effectivement la nébuleuse du papillon, celle-là. On peut continuer sur une image comme celle-là. Vous avez la poussière qui a été éjectée par une étoile qui a explosé. Vous voyez cette poussière qui s'en va dans l'espace. Ça part à des vitesses monstrueuses et on se dit que ça peut s'étaler à jamais. L'espace est immense, mais ce n'est pas le cas. Si on se donne des millions d'années, eh ben, au bout de millions d'années, ces nuages-là vont se rassembler avec les nuages d'autres étoiles qui ont explosé pour au final donner des nébuleuses gigantesques, comme celle-là par exemple. Celle-là, elle s'appelle la nébuleuse... je pourrais vous faire deviner, mais vous allez croire que c'est un test psychologique. Il y en a qui se font interner immédiatement après avoir dit quelque chose en regardant ça. Je vous dis, la réponse est la nébuleuse de l'aigle. Je vous laisse voir l'aigle, essayez de le découvrir. Il y a une sorte de bec au milieu, des pattes, des griffes en bas et 2 ailes déployées en haut. Pour avoir une idée de la taille, ce qui ressemble à un œuf au plat ouvert à droite, c'est une étoile qui a explosé. Le reste, c'est des centaines, peut-être des milliers d'étoiles qui ont disparu. À l'intérieur de ces nuages, on peut se demander ce qui se passe. Alors, une petite question pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de vous envoler dans la salle? La gravitation, parce qu'il y a la Terre sous nos pieds qui nous attire vers le bas. Donc imaginez 2 secondes qu'on ferme les vitres, les portes, tout, qu'on mette de l'oxygène, des fusées sous la salle et on part dans l'espace. Ça y est, vous êtes dans l'espace. J'espère que vous avez bien choisi à côté de qui vous êtes assis, parce que dans l'espace, au bout d'un moment, vous flottez évidemment, si on laisse le temps, des milliers d'années, disons, petit à petit, ce n'est pas la gravitation de la Terre qui va vous attirer, mais la gravitation de votre voisin. Du coup, vous allez tous vous retrouver en boule, au milieu de la salle, à flotter, comme ça. Et vous qui êtes assis au milieu de la salle, et au milieu, 2 boules, là, vu qu'il y a 2 parties, vous serez la Lune, là-haut, là où vous serez la Terre, et vous allez vous mettre à tourner autour, et au centre de la boule, là, vous, par gravitation, tout le monde va vous compresser, et vous allez commencer à avoir extrêmement chaud. Donc, ce n'est pas les bonnes places. Désolé. Mais c'est pour ça qu'on vous avait fait signer un petit papier à l'entrée. À l'intérieur de ces nuages-là, c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas des gens, c'est de la poussière. Petit à petit, les petits grains de poussière qui traînent dans l'espace vont être attirés par le grain de poussière qui est à côté pour former d'abord des cailloux, ensuite des petites boules, des grosses boules, des boules gigantesques à l'intérieur de ces nuages-là. Cette nébuleuse-là, vous la connaissez peut-être pour certains d'entre vous, s'appelle la nébuleuse des piliers de la création. Pourquoi ce nom ? Parce que vous pouvez voir qu'il y a des petits trucs roses un petit peu partout à l'intérieur. Et ça, ce sont justement des boules gigantesques de matière, de poussière d'étoiles disparues qui sont rassemblées, qui sont devenues tellement énormes, les conditions sont devenues tellement extrêmes dans leur cœur, on parle de 50, 60 millions de degrés, que ces boules se transforment en étoiles. À l'intérieur de ces nuages-là, il y a des étoiles qui sont en train de naître. Tous les petits points roses que vous voyez sont des étoiles naissantes. Et une fois de plus, il s'agit d'une vraie photo que vous voyez là. Si on pouvait aller voir à l'intérieur ce qui se trame, on verrait ça. On verrait de la poussière d'étoiles qui tourne, qui se met à tourner, avec cette nouvelle étoile qui est née au milieu. Et si vous regardez bien, il y a un petit nuage qui apparaît à côté de l'étoile, et de ce petit nuage va être née une autre petite boule. Et bien ça, c'est une planète. On voit, en utilisant des images dans notre ciel, comment sont nées les planètes telles que la Terre dans notre univers. Vous savez combien il y a de planètes autour du Soleil? Combien? Un certain nombre, exactement. Il y en a 8. Il y en a à peu près 8, mais c'était la bonne réponse. Sur les 8, il y en a 4 grandes et 4 petites. Qui pense que la Terre fait partie des grandes? Vous êtes dans le noir, personne ne vous voit à part moi, donc ne vous inquiétez pas. La Terre fait partie des petites, c'est la plus grande des petites. Je vais vous donner une nouvelle notion des tailles qui nous entourent. Si la Terre, elle fait à peu près cette taille-là, les planètes plus petites sont Vénus, qui fait quasiment la même taille que la Terre, Mars, Mercure,
Et ensuite, on a les planètes géantes, que sont Uranus, Neptune, Saturne et Jupiter. Jupiter, c'est la géante des géantes. Et pour juste, quand je vous parle de boules gigantesques qui font les étoiles, si Jupiter fait à peu près cette taille-là, le Soleil, en comparaison, c'est ça. Et là, il faut que vous regardiez Jupiter parce qu'elle va disparaître et à la place, vous avez la taille de la Terre. Voilà. Et là, c'est le seul moment dans le talk où je vais vous demander de vous concentrer un petit peu. Il faut que vous fixiez au milieu de la Terre, 1 millimètre à droite et 1 millimètre au-dessus. Et là, vous voyez Pau. Le Soleil brille parce que justement, il se passe des réactions dans son cœur. Ça, c'est un vrai film de notre Soleil qui brille. Cette réaction à l'intérieur de son cœur, elle a besoin de carburant. Un jour, il n'y en aura plus de carburant et le Soleil explosera. Et ça, c'est encore une bonne nouvelle. Pour ceux, vu que je savais que j'allais venir aujourd'hui pour discuter un petit peu de ça avec vous, j'ai du coup recontacté mes anciens collègues de Cambridge pour avoir une estimation de quand ça va arriver. Et tous sont d'accord, j'ai vérifié hier soir pour vous, tous sont d'accord, moi aussi, c'est jeudi prochain. Voilà. On en a pour à peu près environ, c'est dur de dire pile, mais 5 milliards d'années avant que ça n'arrive. Certaines étoiles, en explosant, elles vous envoient une lumière qui est toujours la même, tout le temps, où qu'elle soit dans l'univers. C'est grâce à ces étoiles-là qui explosent en faisant toujours la même lumière qu'on est capable d'estimer la distance des galaxies lointaines. Par exemple, si vous êtes à la campagne et que vous vous baladez dans un village et qu'il y a un clocher, une église avec un clocher, vous allez dans le clocher, comme vous faites à chaque fois, vous mettez la tête sous la cloche et vous la sonnez. Et là, vous avez une idée de à quoi correspond le son qui part de la cloche. Ensuite, vous repartez, vous allez vous balader dans la campagne. Quand le clocher sonnera, en comparant le son qui vous arrive et le son qui existait dans la cloche, vous pouvez connaître votre distance par rapport au clocher. Parce qu'on sait comment le son s'amenuise avec la distance. Dans l'espace, c'est exactement pareil avec la lumière. On sait comment l'intensité lumineuse diminue avec la distance. Grâce à ça, on sait que cette galaxie-là, la galaxie du cigare, est à environ 12 millions d'années-lumière de nous. Continuons, essayons d'aller voir plus loin. Est-ce qu'entre ces étoiles, il reste encore quelque chose? Eh bien, on va voir. On prend une photo. Il y a effectivement encore une galaxie. Celle-là s'appelle la galaxie du Sombrero. Elle est à environ 30 millions d'années-lumière de nous. Ça commence à faire loin. Continuons, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On zoome entre deux étoiles. Et qu'est-ce qu'on voit? Encore une galaxie. Celle-là, elle a 250 millions d'années-lumière de nous. Et elle a deux choses un petit peu étonnantes. La première, c'est que c'est probablement une des galaxies qu'on connaisse qui ressemble le plus à la Voie lactée. On imagine que la Voie lactée ressemble vraiment beaucoup à ça, vu de l'espace. Et l'autre chose, c'est que depuis tout à l'heure, je vous avais dit que tous les petits points qui étaient autour des galaxies étaient des étoiles qui sont chez nous. Et bien là, on a tellement zoomé que c'est plus le cas. Sur cette image, les seuls points qui sont des étoiles de chez nous sont celles qui ont des croix sur elles. Vous pouvez en voir 2 à droite et puis 2 au centre, à peu près. Ça, c'est des étoiles qui sont chez nous. Tous les autres points sont des galaxies, qui contiennent toutes peut-être entre 100 millions et 100 milliards de soleils. Ça commence à faire beaucoup. On va continuer. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un petit film qui correspond à ce que vous verriez si vous pouviez vous balader à la vitesse de la pensée dans l'espace, dans l'univers, entre les 400 000 galaxies les plus proches de nous. Tous les petits points que vous allez voir correspondent aux vraies galaxies telles qu'on les connaît, au vrai endroit, avec la bonne forme. Ça ressemble à ça. Je vous propose de le faire un petit peu dans le silence, parce que si vous étiez dans l'espace, une fois de plus, il n'y aurait pas de son. On peut même peut-être baisser les lumières complètement 2 secondes. Pour ceux qui seraient endormis, tous les petits points qui sont là sont des galaxies, comme la Voie lactée entière.
Il y en a un qui s'inquiète pas. Hein. Normalement, c'est d'ailleurs à ce moment-là que tous ceux qui étaient on peut remettre peut-être les lumières. Tous ceux qui étaient un petit peu prétentieux avant de rentrer dans la salle sont complètement calmés là. Normalement. La plus lointaine des galaxies qui sont sur cette image est à environ 1 milliard d'années-lumière de nous. Mais pourquoi s'arrêter là? On a des télescopes, on peut zoomer, on va regarder le noir entre les galaxies cette fois-ci et on va continuer à prendre des photos. Et on voit quoi? Eh bien, on voit ça. Sur cette image-là, les galaxies sont à environ 13 milliards d'années-lumière de nous. Ça fait encore plus loin. C'est tellement loin d'avoir avec ces milliards qu'on est un peu perdu, mais c'est pas grave, on continue, on va prendre le noir entre les galaxies et on zoome et on prend une photo et on voit ça. Ah, problème. Soit ils ont oublié d'enlever le truc noir là, qui est à l'arrière du télescope, soit il y a vraiment un problème. C'est le deuxième cas. Hein. Il y a vraiment un problème. On ne voit plus rien. On ne voit plus d'étoiles. On ne voit plus de galaxies. On a atteint ce qu'on appelle la limite de notre univers visible. C'est une bonne nouvelle parce que si j'avais passé les 20 minutes qui suivent à zoomer de plus en plus, on aurait commencé à s'ennuyer un peu à un moment. Mais là, on voit une sorte de limite de notre univers visible. C'est l'horizon cosmique de la Terre, qui est l'équivalent, d'une certaine manière, de l'horizon que vous pouvez voir si vous êtes sur une barque perdue au milieu de l'océan. Vous êtes sur votre barque, il y a une limite à l'océan, c'est l'horizon. Et bien là, c'est une limite à notre univers visible. Maintenant, il s'agit de comprendre ce que ça veut dire, ce truc. Et pour comprendre ce que ça veut dire, je vous propose de repasser... Pardon, je crois que j'ai un effet spécial pour faire... on revient en arrière. C'est pas celui-là. On va revenir en arrière. Non. Les effets spéciaux, il faut pacifier. Je vais revenir sur celle d'avant. Voilà. Cette image-là, vous pouvez voir qu'il y a quelques galaxies qui sont rouges. C'est l'image la plus lointaine qu'on puisse avoir dans notre univers en utilisant la lumière, quasiment, en voyant des galaxies. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça? Les scientifiques l'ont regardé, ils ont analysé ce qu'ils voyaient, et ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont découvert que toutes les galaxies qui sont là s'éloignent de nous, en permanence. Elles vont de plus en plus loin. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, première possibilité, si tout s'éloigne de nous, c'est cool, ça veut dire qu'on est au centre de l'univers. Ça paraît logique. Mais après, ils ont réalisé autre chose. Ils ont réalisé qu'en réalité, ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent de nous, c'est les distances qui nous séparent d'elles qui s'étirent. Les galaxies elles-mêmes ne bougent pas, mais l'espace qui est entre elles s'étire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion de notre univers. Ce n'est pas tout qui s'en va, c'est toutes les distances qui s'étirent. Pas entre vous, là, pas entre nous, pas sur Terre, pas dans la galaxie, parce que là, il y a trop de gravitation qui tient les choses. Mais dès qu'on va dans l'espace, dès que les vides deviennent immenses, et bien là, c'est ces vides-là qui s'étirent et qui s'allongent. C'est ce qu'on a appelé l'expansion de l'univers. Et juste avec ça, et là c'est le deuxième moment où il va falloir que vous vous concentriez, parce que là vous allez avoir un exemple de la puissance de pensée des scientifiques. Ils ont vu que l'univers s'étirait, donc s'agrandissait avec le temps. Donc ils se sont réunis, ils ont fait des congrès, ils ont bu des cafés, ils se sont grattés la tête, ils n'ont pas dormi, et ils se sont dit que si tout s'agrandit, vous êtes prêts? Si tout s'agrandit, c'est que tout était plus petit avant. Tout le monde a suivi? Vous rigolez, mais ça a révolutionné l'ensemble de toutes les croyances sur 4000 ans, cette idée-là. Parce que tout d'un coup, si notre univers était plus petit avant, c'est pas juste les objets qui changent à l'intérieur, c'est notre univers lui-même qui a une histoire, que notre univers lui-même peut changer. Et si notre univers lui-même peut changer, alors il peut avoir une enfance, alors il peut avoir un début, alors on peut lui prêter des sortes d'attributs qu'on prêtait dans d'autres circonstances aux objets, aux êtres, etc. L'univers lui-même a été plus petit par le passé, a donc eu une enfance. Et ils se sont même dit, ça c'est un petit peu prétentieux, mais pourquoi pas, qu'ils seraient capables de remonter cette histoire, de la découvrir, de la décrire, de la comprendre, d'essayer de découvrir nos origines, non pas uniquement les origines de la Terre, mais les origines de l'univers tout entier. Et bien c'est ce qu'ils ont fait.
En regardant ces images qui nous parviennent de différents stades de l'évolution de l'univers, on peut déjà reconstituer non pas des choses qui nous viennent seulement du passé, mais l'ensemble du passé de notre univers. Et on se dit que si tout était plus petit, toute cette matière, toute cette énergie qui forme désormais les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., était contenue dans un espace extrêmement petit. Et bien si c'est le cas, l'univers devait être ultra chaud et ultra dense, incroyablement plus chaud que les étoiles, incroyablement plus dense que les étoiles, et on devrait le voir quelque part dans le passé de notre univers, ça. Il y a même un moment où nécessairement l'univers était tellement dense que même la lumière ne pouvait pas le traverser, ne pouvait pas se balader à l'intérieur. Et bien ça, c'est ce qu'on voit. Cette image de noir que vous voyez au fin fond de l'univers, c'est une image du passé qui date d'il y a 13,8 milliards d'années, qui est le moment où notre univers est devenu transparent en s'agrandissant. Il était dense, il a gonflé, il est devenu transparent. Ce noir-là correspond au moment où l'univers est devenu transparent. Vous allez me dire, hop, 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 Christophe, tu dis que des bêtises là. S'il était si petit, s'il était si chaud, on ne devrait pas avoir du noir, on devrait avoir du brillant. Hein, on voit les étoiles parce qu'elles sont chaudes. Si l'univers était chaud petit, on devrait le voir tout brillant. Et bien l'univers a continué à grandir. Donc effectivement, il était chaud. On se dit qu'il était à 3000 degrés Celsius, oui, à peu près 3000 degrés Celsius à l'époque. En s'agrandissant, il a dû refroidir. Refroidir jusqu'à, ce que prévoient les calculs, environ moins 270 degrés. Ah, ça, moins 270 degrés, il y a 100 ans, on ne pouvait pas le voir. Mais aujourd'hui, on peut. Et ce que vous voyez là, c'est une photo de fluctuations, de petits changements de température autour des moins 270 degrés qui sont dans notre univers. Ça, c'est la première image visible de notre univers. Si on veut aller au-delà et voir non pas l'enfance ou peut-être la petite enfance de notre univers, il nous faut utiliser d'autres méthodes, d'autres moyens que la lumière. Il nous faut trouver une autre façon de le comprendre et de le voir. Pour ça, on a deux outils. Trois outils. L'un d'entre eux dans nos têtes, en faisant confiance à ce qu'on a découvert. L'autre est en utilisant de nouveaux appareils qui n'utilisent pas la lumière, mais d'autres systèmes d'information dans l'espace. Je vais vous donner un ou deux noms comme ça. Il y a les neutrinos qui traversent tous les murs. Les neutrinos, c'est des particules qui traversent tout. Là, vous tous, j'espère qu'il n'y a pas trop d'hypocondriaques dans la salle, vous tous, par centimètre carré de votre peau et par seconde, il y en a 60 milliards qui vous traversent. Moi, je me suis protégé. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez fait aussi. Il y en a à peu près 60 milliards. On baigne dans ces particules-là qui, elles, peuvent traverser ce mur et nous montrer ce qu'il y a derrière, sauf que vu qu'elles traversent tout, elles sont ultra difficiles à détecter. Il y a d'autres choses comme les ondes gravitationnelles, etc., qui nous permettraient d'aller plus voir. Et il y a aussi d'essayer de recréer chez nous les conditions de là-bas. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans les accélérateurs de particules, où en se faisant rentrer dedans des particules, on arrive au moment de l'impact à avoir des températures qui correspondent plus ou moins à 100 milliards de degrés, et donc à remonter dans l'enfance de notre univers. Tout ce que je viens de vous raconter, ça c'est l'ensemble de cette image qui est au fin fond du ciel et qu'on peut voir. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est la limite de ce qu'on peut voir grâce à nos télescopes. Mais aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'à l'enfance de notre univers. On a essayé de la regarder, on a essayé de la comprendre, et tout ça, en entier, on l'a fait depuis un endroit, le plus petit de tous, la Terre, de chez nous. Ça, c'est une photo de la Terre qui date d'il y a 2 ans, vue de l'espace. Et quand je vous parlais de patrimoine tout au début, je pense que ce genre de petites histoires qui correspondent à notre vision d'aujourd'hui de ce qu'est le monde, de ce qu'est notre univers, et qui changera avec les époques futures, ça vaut le coup d'être raconté. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici.